Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 4e de couverture. Droit privé et sciences criminelles. Droit privé et sciences criminelles. Collection dirigée par Yves Strickler. Créée fin 2011 par Yves Strickler et le Centre d'études et de recherche en droit privé, devenu le Centre d'études et de recherche en droit des procédures en 2013, de la Faculté de droit et sciences politiques de Nice. La présente collection a pour vocation principale de publier des ouvrages en liaison avec le thème retenu pour dénomination de la collection. Cette dernière rassemble des recherches originales, tirées notamment de travaux de recherche, de manifestations scientifiques ainsi que d'ouvrages collectifs sur les interrogations actuelles que rencontre la science juridique, spécialement dans le domaine du droit privé et des sciences criminelles. Dernière parution. Défiance, doute, incertitude. Quelle place pour la notion de confiance dans les sociétés modernes? Lire. Julie Tribolo, 2019, 90 pp. L'enfant à l'épreuve de la séparation parentale, dire. Laetitia Antonini Cochin et Marie-Cécile Lasserre, avril 2019, 126 pp. Les grands principes des répartitions dans les procédures collectives, Maxence Guastella, mars 2019, 300 pp. La cession de dette, Jean-Baptiste Bottin, mars 2019, 148 pp. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Postérité et actualité, dire. Jimmy Mersman et Rémi Puigventos, février 2019, 238 pp. Médiation et entreprise. Regard croisé droit et gestion, dire. Gulson Yildirim, Isabelle Sauvia et Romain Dumas, janvier 2019, 142 pp. La procédure, dire. Johanna Genovese et Giovanna de Bernardi, octobre 2018, 138 pp. Technique de critique d'une décision définitive. Imprécision sémantique et pérennité des décisions de justice en procédure civile, Tennessee-Caen, juin 2018, 160 pp. Réforme de la prescription pénale, dire Christine Courtin et Jean-Raphaël Demarchi, juin 2018, 154 pages. Droit des sociétés et procédures collectives, dire. Laurence Caroline Henry, janvier 2018, 207 pp. Comité de lecture. Professeur Yves Strickler, président. Professeur. Nathalie Fricero, Madame Laetitia Antonini Cochin, MCFHDR, Madame Christine Courtin, MCFHDR, Madame Christine Pina, MCFHDR. Professeur. Pierre-Michel Lecor. Responsable scientifique. Responsable scientifique. Christine Courtin, Fabienne GHELFI et Cédric Portron. Auteur, ordre alphabétique. Christophe Allard, doctorant Université Côte d'Azur, CERDP, EA 1201. Roxane Bezelramon, doctorante Université Côte d'Azur, CERDP, EA 1201. Loïc Bienvenu, doctorant Université Côte d'Azur, CERDP, EA 1201. Valérie Bouchard, maître de conférence, HDR, Université de Toulon. Alain Chemama, président du tribunal correctionnel de Nice, ancien doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice. Christine Courtin, maître de conférence, HDR, Université Côte d'Azur, directrice du pôle pénal du CERDP, EA 1201. Éric de Montgolfier, avocat général honoraire à la Cour de cassation. Jean-Philippe Degnaud, chef du service enquête justice de France Inter, président de l'Association de la presse judiciaire. Fabienne GHELFI, maître de conférence, HDR, Université Côte d'Azur, membre du CERDP, EA 1201. Michael Janas, président du tribunal de grande instance de Grasse. Michel LISSCHAAL, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ancienne présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris, ancienne présidente de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes et du Var. Olivier Maurice, avocat au barreau de Paris. Mario PIRROTTA, doctorant Université Côte d'Azur, CERDP, EA 1201. Cédric Porteron, avocat au barreau de Nice, membre du Conseil de l'Ordre, maître de conférence associé Université Côte d'Azur. Edviger OUXMORIZOT, procureur de la République tribunal de grande instance de Mulhouse. Michel VALIERGUE,
avocat au barreau de Grasse, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse. Avant-propos, Christine Courtin. Le présent ouvrage est le recueil des contributions présentées lors d'une table ronde et d'une journée d'études qui se sont tenues les 13 et 14 juin 2019 à la Faculté de droit et sciences politiques de l'Université Côte d'Azur, organisée par le pôle pénal du Centre d'études et de recherche en droit des procédures, numéro EA 1201. La publication des actes de cette manifestation est l'occasion de remercier à nouveau très sincèrement toutes les personnes sans lesquelles elle n'aurait pu avoir lieu, et notamment les éminents praticiens qui nous ont fait l'honneur d'être à nos côtés ce jour-là. Nous remercions également Maître Michel Valiergue d'avoir accepté d'assurer une partie de la présidence de cette journée. Merci aussi aux bâtonniers de l'Ordre des avocats de Nice et de Grasse pour le concours précieux de leur barreau. Un grand merci aussi aux éditions Dallos pour avoir assuré la publicité et participé à l'organisation matérielle de cette journée. Enfin, merci à Monsieur Loïc Bienvenu, doctorant pénaliste du CERDP, pour sa prise de notes lors des interventions des praticiens, laquelle a grandement facilité leur retranscription. Pour finir, quelques mots pour remercier les membres du CERDP. Son directeur tout d'abord Monsieur le professeur Mathias Latina ainsi que son ancien directeur Monsieur le professeur Yves Strickler pour leur confiance, pour leur soutien et pour leurs conseils avisés. Enfin, merci à Madame Ghislaine Guaran, la secrétaire du centre et aux doctorants du CERDP pour leur aide et leur disponibilité. Propos introductifs, Michel Valiergue. Mes chers amis, il me revient l'honneur et l'avantage de participer à l'ouverture de cette journée d'études relative à la presse et au procès pénal, et de préciser plus spécialement cette matinée de travail consacrée aux principes directeurs du procès pénal et à la médiatisation. Ma présence, en ma qualité d'ancien bâtonnier de Grasse, mais surtout en qualité de délégataire de Monsieur le bâtonnier Roland Rodriguez, bâtonnier en exercice de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, s'explique simplement par les liens profonds et réels qu'entretient le dit barreau de Grasse avec l'Université de Nice Sophia Antipolis, et particulièrement avec la faculté de droit et sciences politiques. Je me garderai bien dans mes propos liminaires de représentant de l'ordre grassois, de disserter plus avant sur les sujets passionnants qui vont certainement être traités brillamment par les divers intervenants, les paradoxes pouvant exister dans les domaines abordés entre par exemple, le secret de l'instruction et le droit à l'information, étant grandement susceptible, si je venais bien imprudemment à les évoquer, de me valoir autant d'amis que d'ennemis dans le monde judiciaire que je fréquente quotidiennement. D'ailleurs, en parlant d'amis, je note avec une réelle satisfaction la présence de nombreux confrères, outre bon nombre de sommités judiciaires. En ce qui concerne les ennemis, compte tenu de la composition de cette aimable assistance, je n'en vois évidemment aucun, me félicitant même de la présence à Nice, au sein de cette journée d'études, de Monsieur l'avocat général honoraire à la Cour de cassation Éric de Montgolfier. Je resterai donc humblement à ma place, tout en essayant d'être Monsieur loyal et le maître des horloges dans l'organisation des prises de parole successives des orateurs. Bonne journée d'études à toutes et à tous et que le spectacle commence. Merci. Presse et audience pénale, Christine Courtin. Le principe de la liberté d'information et ainsi du contrôle médiatique du fonctionnement de la justice n'apparaît qu'assez tardivement dans la chronologie des étapes de la procédure judiciaire. Il n'est officiellement posé qu'au stade de l'audience. Les différents codes de procédure énoncent de manière générale le principe de la publicité des audiences. De fait, les représentants des médias bénéficient de cette ouverture des salles d'audience. Il faut noter sur ce point l'attrait particulier manifesté par le public pour les affaires les plus sordides et les plus transgressives des valeurs fondamentales de notre société, portées à sa connaissance, avec souvent force détails scabreux, par les médias qui se livrent souvent à cet égard à une véritable surenchère. Ce ne sont d'ailleurs que quelques affaires pénales sur lesquelles les médias ont focalisé leur attention qui intéressent le public, en raison soit de l'extrême gravité des faits, soit de la qualité des personnes qui vont être jugées. La publicité des audiences des cours et tribunaux est un principe essentiel dans le système juridique français. Ce principe de publicité des débats judiciaires est d'ailleurs inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme à l'article 6.1 au terme duquel
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Le jugement doit être rendu publiquement. Comme a pu le souligner un auteur, cette publicité des audiences est une condition et caractéristique essentielle de l'organisation et du fonctionnement de la justice dans une société démocratique, soucieuse du respect des droits et libertés des individus. En effet, la publicité des audiences s'avère indispensable lorsque l'on s'attache aux effets qui en découlent et aux avantages qu'elle procure. En premier lieu, la publicité des audiences permet de garantir le respect par la justice des droits des justiciables. Elle protège les autorités judiciaires des pressions voire des abus d'injustice ou d'iniquité. La phase de jugement doit se dérouler sous le regard direct du citoyen afin que ce dernier puisse constater que tout s'y déroule dans le respect strict de la loi. Cette présence sera de nature à aider le juge à ne pas se départir de la plus totale impartialité, et à maintenir autant que faire se peut entre les parties un équilibre quasi parfait. En second lieu, elle assure la crédibilité de l'institution judiciaire et la confiance que les citoyens lui portent. La justice rendue au nom du peuple français doit être connue de ce dernier. Or, les avantages découlant de la publicité de la justice sont en partie anéantis en raison de la désertion des salles d'audience. En effet, il n'est pas rare de constater aujourd'hui que, mis à part quelques procès retentissants notamment en matière pénale, les citoyens désertent les salles d'audience. L'isolement dans lequel se retrouvent les magistrats risque alors de leur faire perdre cette conscience qu'ils agissent réellement au nom d'une collectivité, et contribue à renforcer l'opinion publique, de toutes ces idées fausses qui se développent aujourd'hui si largement suivant lesquelles, si la police arrête les délinquants, les juges s'empressent de les relâcher. Dès lors, il apparaît que la justice a besoin de la presse pour assurer sa publicité. En effet, le journaliste, le chroniqueur, par leur compte-rendu, permettent de porter à la connaissance du public les informations judiciaires, la manière dont la justice est rendue. Ainsi, les journalistes, intermédiaires nécessaires entre la justice et le public, contribuent à faire de ce principe de publicité une réalité. Une partie de la doctrine aperçoit même dans la présence des journalistes et dans les comptes rendus de ces derniers, la condition sine qua non d'une réelle publicité de la justice. En effet, la véritable publicité en cette matière implique nécessairement la présence des journalistes qui recueillent l'information et la diffusent le plus largement possible. Sans information, il ne peut exister de véritable publicité et sans publicité il ne peut exister de véritable justice. Et ceci est d'autant plus vrai en ce qui concerne la justice pénale. Ainsi, la presse permet d'élargir l'enceinte des prétoires en vue d'informer les citoyens, et cette information leur permettra de se former une opinion sur les raisons qui ont pu motiver les décisions judiciaires. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, dans une recommandation aux États membres sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales, du 10 juillet 2003 affirmait que les journalistes doivent pouvoir librement rendre compte des débats judiciaires et effectuer des commentaires sur le fonctionnement du système judiciaire pénal, sous réserve des seules limitations prévues en application des principes qui suivent, notamment présomption d'innocence, véracité de l'information, protection de la vie privée, publicité préjudiciable avant le procès, protection des témoins. Cependant, en accomplissant leur mission, en se bornant à reproduire fidèlement et objectivement les décisions judiciaires ainsi que les débats qui les ont précédées, les journalistes sont assez souvent amenés à porter à la connaissance du public des faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation des personnes. Par le fait même que le journaliste accomplit sa mission d'information, il ne doit être puni lorsque ses comptes rendus comportent des diffamations ou des injures. En effet, d'abord, ces atteintes à l'honneur ou à la réputation de certains citoyens ne sont pas de son fait, mais de ceux dont les discours sont rapportés. Ensuite, si le législateur a estimé nécessaire de protéger par une immunité les discours et les écrits prononcés ou produits en justice, il apparaît tout aussi nécessaire de protéger les écrits de ceux qui se bornent à en rapporter la substance en vue d'informer les citoyens. Si l'audience pénale est publique, elle doit cependant rester un lieu préservé de débat et d'échanges réels. Dès lors, il convient de la protéger d'une mise en scène pour des fins de communication ou de moyens de pression sur les acteurs du procès. C'est pourquoi, à ce principe de publicité des audiences, sont apportées des restrictions relatives aux techniques d'information utilisées.
La médiatisation de l'audience pénale est ainsi contrôlée. Par ailleurs, le législateur français accorde certaines immunités aux personnes rendant compte des débats judiciaires afin de conférer au principe de publicité de la justice plus de réalité. L'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 pose comme principe que le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage. Il ressort de cet article que la protection ne sera acquise qu'aux comptes-rendus qui satisfont aux conditions qu'il pose. Il apparaît que ces conditions sont celles permettant de dire qu'un compte-rendu de presse est objectif. La retranscription de l'audience pénale est ainsi encadrée. La médiatisation de l'audience pénale contrôlée. La loi est venue poser une interdiction de principe de la captation des débats par le son ou l'image. Cependant, dans la pratique, certains tempéraments y sont apportés. L'interdiction de principe de la captation des débats. La loi du 6 décembre 1954 a posé le principe de l'interdiction de la captation des débats judiciaires. Cette loi a fait suite aux perturbations importantes qui avaient émaillé le procès Dominici. En effet, ce procès avait notamment été perturbé par des flashs incessants des journalistes venus assister en masse à ce procès surmédiatisé. Depuis, l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdit, dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image. Dans le cadre de la police de l'audience, le président a le pouvoir de faire procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisé en violation de cette interdiction. Cependant, l'article prévoit que, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vue si les débats ne sont pas commencés et si les parties, leurs représentants et le ministère public y consentent. Cette possibilité pour le président n'est cependant pas sans conséquence sur l'affaire pénale en cours, comme en atteste le procès de Guy Georges. Dans le cadre du procès de celui qu'on appelait alors le tueur de l'Est parisien, le président avait autorisé une prise de vue de Guy Georges alors souriant entrant dans le box des accusés. Ainsi, la seule photo qu'on avait de lui était celle où il était souriant alors qu'après avoir nié, il avait reconnu les assassinats épouvantables. L'article 38 ter interdit également la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de telles images. Par ailleurs, l'article 308 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure d'assises, prévoit que dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de caméras de télévision ou de cinéma ou d'appareils photographiques est interdit. Le principe d'interdiction de tout enregistrement sonore ou visuel des débats judiciaires a ainsi poursuivi l'objectif d'assurer la sérénité des débats et surtout d'éviter qu'un procès ait lieu hors les murs de la salle d'audience. C'est ainsi que la jurisprudence a pu décider que commet l'infraction le directeur de publication, qui publie une photo d'un prévenu de dos à l'audience. De même, la Cour d'appel de Paris a considéré que caractérise l'infraction la diffusion d'un enregistrement vidéo représentant le prononcé par le président d'une cour d'assises d'un verdict de condamnation, capté sur un moniteur de la salle de presse située à côté de la cour d'assises et réservée aux journalistes accrédités, dans laquelle les audiences étaient retransmises en direct par un système de vidéotransmission. Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que si toute personne a droit à la liberté d'expression, et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale ainsi qu'au fonctionnement de la justice, l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis, comme dans le cas de Article 38 ter, à des restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Plus récemment, on se souvient de l'hebdomadaire Paris Match qui avait publié des clichés pris dans la salle de la Cour d'assises de Paris au cours du procès d'Abdelkader Merah et de Feta Malki, procès concernant les attentats de Toulouse et de Montauban. Le 9 novembre 2017, l'Association de la presse judiciaire, APJ, déplorait la publication de ces photos, estimant que Paris Match torpillait de la sorte le travail de la presse judiciaire. En effet, elle affirmait que si cette publication enfreint la loi,
38 ter de la loi du 29 juillet 1881. Elle remet également en cause la confiance que l'APJ construit jour après jour avec les magistrats pour permettre aux chroniqueurs judiciaires et à tous les journalistes de travailler dans les meilleures conditions au sein des juridictions françaises. Finalement, la directrice de publication de Paris Match sera condamnée à 4 000 € d'amende. Néanmoins, en dépit de ce principe général d'interdiction de captation sonore ou visuelle des débats, il faut noter l'existence de certains tempéraments en pratique. B. Les tempéraments pratiques à l'interdiction de captation des débats. Tout d'abord, une loi du 11 juillet 1985, intervenue à l'initiative de M. Robert Badinter, alors garde des Sceaux, est venue autoriser la constitution d'archives audiovisuelles de la justice. Cette loi a par la suite été codifiée dans le Code du patrimoine, aux articles L221-1 et suivants. Au terme de l'article L221-1 de ce code, les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. C'est sur le fondement de ce texte qu'ont été enregistrés les procès pour crimes contre l'humanité, dirigés contre Klaus Barbie en 1987, Paul Touvier en 1994 ou encore Maurice Papon en 1997 à 1998, mais également le procès de la dictature chilienne en 2010 pour la disparition de franco-chiliens lors du coup d'État au Chili de 1973. On se souvient encore, dans un tout autre domaine, du procès d'IAZF, concernant l'une des plus grandes catastrophes industrielles survenues en France au début du XXIe siècle qui a lui aussi été filmé à partir de 2009. Plus récemment, c'est le procès d'Abdelkader Merah et Feta Mali qui s'est ouvert devant la Cour d'assises de Paris le 2 octobre 2017 qui a permis à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2017 de se prononcer sur cette question de l'intérêt de l'enregistrement audiovisuel des débats judiciaires. En l'espèce, les parties civiles se fondaient sur l'article L221-1 du Code du patrimoine pour demander l'enregistrement audiovisuel des débats. Cependant, une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris disait n'y avoir lieu de faire droit à cette demande d'enregistrement au motif que l'extrême gravité des faits reprochés aux accusés et le contexte dans lequel se sont déroulés les crimes commis par Mohamed Merah ne présentent pas un intérêt qui justifierait que soit procédé à un enregistrement des débats de nature à enrichir les archives historiques de la justice au sens de l'article L221-1 du Code du patrimoine. La Cour de cassation considérait alors qu'en statuant ainsi, le premier président avait justifié sa décision. Même si ce refus d'enregistrement a pu être dicté par la crainte que les accusés ne fassent de leur procès une tribune à la gloire de leurs actes et de leur idéologie, on peut se demander si ce procès n'aurait pas pu présenter un intérêt historique pour les générations à venir. Par ailleurs, l'impossibilité de principe de photographier dans les salles d'audience est dictée à l'article 38 ter de la loi de 1881, n'interdit pas aux dessinateurs de presse d'exercer leur talent en réalisant des croquis d'audience. En effet, l'article 38 ter de la loi de 1881 interdisant l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image, ne saurait viser le crayon ou le pinceau du dessinateur. Ainsi, ce dernier va pouvoir rendre compte en images d'attitudes ou de situations révélatrices du déroulement d'un procès. Toutefois, bien qu'impliquées dans un événement d'actualité, les personnes concernées par le procès pourront se prévaloir de leur droit à l'image, ce qui peut être à l'origine de certains incidents. En effet, à ce titre ou dans l'exercice du pouvoir de police de l'audience, certains dessinateurs ont été privés de la possibilité d'exercer leur talent, ce contre quoi l'Association française de la presse judiciaire a vivement protesté. À titre d'exemple, le 28 janvier 2016, elle protestait contre l'exclusion d'un dessinateur de presse qui couvrait l'audience de la cour d'assises de la Seine-Maritime. Il s'était vu interdire l'entrée de la salle par la présidente en vertu de son pouvoir de police, pour toute la durée du procès. Il lui était reproché d'avoir croqué 8 personnes sur le banc des parties civiles, dont un mineur de profil qui n'était pas
la présidente de la cour d'assises avait remis en cause le principe de publicité des audiences et du compte-rendu judiciaire, et ce d'autant plus que les journalistes, comme les dessinateurs de presse, ne disposent d'aucun recours contre de telles décisions qui entravent leur mission d'information. Enfin, la pratique judiciaire a autorisé que certaines audiences soient filmées à des fins documentaires. De fait, depuis de nombreuses années, on assiste à un foisonnement de documentaires visant à faire connaître au public le fonctionnement du système pénal. Si la médiatisation de l'audience pénale est contrôlée, la liberté d'en rendre compte est également encadrée. 2. Une retranscription de l'audience pénale encadrée. L'article 41 alinéa 4 de la loi de 1881 dispose « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les comptes rendus fidèles faits de bonne foi des débats judiciaires. » En visant les débats judiciaires, l'article 41 alinéa 4 de la loi de 1881 édicte une condition tenant à la nature des débats concernés, a. Ensuite, en visant l'existence d'un compte rendu fidèle fait de bonne foi, ce même article énonce les conditions liées au droit de rendre compte, b. a. La condition tenant à la nature des débats concernés. Tous les débats judiciaires ne peuvent être reproduits, puisque le compte-rendu de certains d'entre eux est interdit par la loi de 1881. En effet, la liberté d'information du justiciable se trouve sacrifiée lorsqu'il s'agit d'assurer la sérénité de l'action de la justice, d'éviter des scandales ou des désordres ou de protéger les droits des particuliers intéressés. C'est pourquoi, plusieurs textes sont venus apporter des restrictions importantes à la liberté d'information judiciaire. Ces restrictions découlent d'ailleurs de celles qui sont apportées par la loi au principe de la publicité des audiences. En outre, les restrictions légalement apportées au droit de rendre compte des journalistes visent à prévenir les risques et préjudices pouvant découler du rôle amplificateur de la presse. D'ailleurs, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Le droit du public à l'information est parfois sacrifié au profit du droit à la protection des personnes en cause. Le législateur privilégie ici le droit au respect de la vie privée. Dans cette perspective, l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 interdit de rendre compte des procès en diffamation dans le cas prévu au paragraphe A de l'article 35 de la même loi, c'est-à-dire chaque fois que l'imputation concerne la vie privée d'une personne. De même, l'article 39 quinquies de la loi réprime le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable, à moins que cette dernière n'ait donné son accord par écrit. D'autres restrictions visent à sauvegarder l'intégrité de l'institution judiciaire. Ainsi, l'article 39 alinéa 4 de la loi de 1881 interdit les comptes rendus des délibérations intérieures des juges, des cours et tribunaux. De plus, l'article 38 alinéa 1er de la même loi édicte une interdiction concernant la publication des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant leur lecture à l'audience publique. Le compte-rendu couvert par l'immunité de l'article 41 de la loi de 1881 est celui qui permet d'apprécier l'ensemble des débats judiciaires auxquels le journaliste a pu assister en raison de leur publicité. C'est pourquoi la chambre criminelle de la Cour de cassation devait estimer que cette immunité ne saurait être étendue à la relation d'actes d'instruction couverts par le secret, et dont la publication est interdite avant qu'il n'ait été lu en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi de 1881. En revanche, la Cour d'appel de Paris a pu considérer dans un arrêt du 24 mai 1994 que dès lors que le réquisitoire définitif du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance a fait l'objet d'une lecture publique lors des débats, les conditions de l'article 38 alinéa 1er de la loi de 1881 ont bien été respectées. Par ailleurs,
L'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante interdit la publication du compte-rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit. Ce texte a fait l'objet d'une interprétation rigoureuse par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 2 septembre 2003, a précisé que l'interdiction formulée par le texte est générale et absolue. C'est pourquoi elle rejetait le pourvoi formé contre un arrêt condamnant un journaliste et le directeur de la rédaction pour avoir relaté qu'au cours d'une audience du tribunal pour enfants, un mineur, après le rappel de ses antécédents par le ministère public, s'est emporté et s'est jeté sur la greffière au moment du prononcé de la condamnation. De même, l'article L222A-19 du Code de justice militaire dispose que la juridiction des forces armées peut interdire en tout ou en partie le compte-rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. La question s'est posée de savoir si l'immunité édictée par l'article 41 de la loi de 1881 peut s'appliquer au compte-rendu des débats des procès jugés à huis clos. D'après l'article 306 du Code de procédure pénale, devant la cour d'assises, le huis clos est ordonné lorsque la publicité des débats apparaît dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs. Un arrêt récent de la Chambre criminelle du 20 février 2019 est venu rappeler les restrictions qui peuvent être apportées à la publicité des débats devant la cour d'assises. Dans cette affaire, la cour d'assises des Alpes-Maritimes avait ordonné que les débats auraient lieu à huis clos, après avoir déclaré la publicité dangereuse pour l'ordre public en raison d'un mouvement de protestation du barreau de Nice qui entendait interdire la poursuite d'une audience relative à une tentative de meurtre. Cette décision sera cassée au visa des articles 306 et 321 du Code de procédure pénale. En effet, même si ces deux articles font référence à l'ordre, ils ne visent pas le même ordre. Alors que l'article 306 vise à empêcher le public de prendre connaissance de certaines informations révélées ou évoquées lors de l'audience, l'article 321 permet au président de la cour d'assises, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'ordonner l'expulsion de la salle d'audience d'un assistant qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit. Ainsi, d'après la Cour de cassation, ce n'est pas l'article 306 qui aurait dû être appliqué en l'espèce, mais bien l'article 321 en ce qu'il permet d'apporter une réponse ponctuelle à un trouble apporté au bon déroulement des débats, qui prend la forme d'une expulsion des agitateurs. Le prononcé du huis clos peut encore dépendre de la volonté de la victime. Ainsi, l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale énonce que lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de torture et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande. Le huis clos apparaît ainsi comme une restriction à l'accès à l'audience atteignant la presse. Il apparaît, par voie de conséquence, comme une interdiction indirecte de rendre compte des débats d'audience qui se sont déroulés dans ces conditions. Dès lors, la question s'est posée de savoir si le prononcé du huis clos entraîne ipso facto l'interdiction de publier un compte-rendu à partir d'éléments qui ont pu être recueillis malgré tout. En la matière, la loi n'a pas apporté de réponse à cette question. Il est possible d'affirmer que l'immunité édictée par l'article 41 de la loi de 1881 ne peut s'appliquer au compte-rendu des débats dans les affaires qui ont été jugées à huis clos. En effet, le droit de publication en matière de compte-rendu judiciaire n'étant que le corollaire de la publicité de l'audience, le compte-rendu d'un procès jugé à huis clos ne semble pouvoir prétendre au bénéfice de l'article 41. D'ailleurs, l'article L222A-19 du Code de justice militaire établit une véritable corrélation entre ces deux restrictions à la publicité. Cependant, ces arguments n'emportent pas réellement les convictions. En effet, plusieurs arguments militent en faveur de la liberté du compte-rendu. D'abord, le texte de l'article L222A-19 est un texte d'exception. Ensuite, le huis clos est parfois ordonné pour des raisons qui n'empêchent nullement le compte-rendu ultérieur des débats. Enfin, dans certaines hypothèses où le huis clos existe, le législateur a pris le soin de préciser que la publication des débats est interdite. Ainsi, est-il permis de déduire de tout cela qu'il est possible de publier un compte-rendu d'audience, même si le huis clos a été ordonné,
pourvu que le législateur ne l'interdise pas. D'ailleurs, la Chambre criminelle est venue préciser dans un arrêt du 2 mars 2005 que respecte les prescriptions de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la cour d'assises qui fait droit à la demande de huis clos de l'une des parties civiles victimes d'un viol, tout en demandant qu'il ne s'applique pas aux représentantes accréditées de la presse. B. Les conditions liées au droit de rendre compte. Il convient au préalable de noter que la jurisprudence ne restreint pas le champ d'application de l'immunité à la seule presse d'information. En effet, il importe peu que le compte-rendu paraisse dans un quotidien, un hebdomadaire, une revue, une brochure ou même un livre. De même, la publication peut avoir lieu dans une revue juridique. Enfin, la loi du 13 décembre 1985 a ajouté à la loi de 1881 un article 41.1 au terme duquel la communication audiovisuelle est regardée comme un mode de publication pour l'application des paragraphes 4 et 5 du chapitre relatif aux crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication. Ainsi, les moyens de communication audiovisuelle entrent dans les prévisions de l'article 41. Et bien sûr, Internet est aujourd'hui naturellement concerné par l'article 41 de la loi de 1881. Le récit que la loi entend protéger par l'immunité doit être un compte-rendu fidèle et de bonne foi. Cette expression fait apparaître l'existence de deux conditions cumulatives liées au droit de rendre compte. En effet, le législateur subordonne le bénéfice de l'immunité à l'existence d'une condition objective: la nécessité d'être en présence d'un véritable compte-rendu. Ensuite, il subordonne l'immunité à une condition subjective: la bonne foi des auteurs du compte-rendu et la fidélité de ce dernier. L'article 41 de la loi de 1881 n'entend protéger, par l'immunité qu'il édite, que les comptes-rendus des débats judiciaires. Le compte-rendu protégé par la loi s'entend d'un véritable compte-rendu, et non d'un récit quelconque. Il est unanimement admis que le véritable compte-rendu se comprend de la relation permettant d'apprécier l'ensemble du débat. Il doit donc énoncer les faits objets de la poursuite, les explications des parties et des témoins, les interventions du président, du ministère public et des avocats, et le dispositif de jugement. Ainsi, il a été jugé que la publication des conclusions ne constituait pas un compte-rendu. En effet, ne peut prétendre à la qualification de compte-rendu que le rapport qui expose nettement l'attaque et la défense. C'est la raison pour laquelle, même si la reproduction ou l'analyse de la plaidoirie d'un avocat est exacte, s'il n'y a pas en regard la réfutation de l'adversaire, cette reproduction ne peut bénéficier de la protection de l'article 41, car une telle reproduction, même fidèle, dénature la physionomie des débats et ne peut prétendre à la qualification du compte-rendu. Cependant, si le compte-rendu doit avoir pour finalité de mettre en regard les prétentions contraires de l'attaque et de la défense qui constituent l'ensemble du débat, il n'est pas exigé une reproduction intégrale des débats. Ainsi, cette reproduction peut n'être que partielle du moment qu'elle permet au lecteur d'apprécier l'ensemble du débat. Mais, s'il a été jugé qu'un compte-rendu peut être constitué par une simple phrase, il a en revanche été jugé qu'une allusion, une citation isolée de son contexte ou à plus forte raison, une caricature ne peuvent être qualifiées de compte-rendu. Toutefois, sur ce point, il convient de noter qu'un facteur récent, l'avènement de la communication dématérialisée par Internet, a induit de nombreux changements dans les habitudes des journalistes de rendre compte des débats judiciaires. En effet, les termes employés par l'article 38 ter de la loi de 1881 ne couvrent pas l'utilisation, par les chroniqueurs judiciaires, d'appareils permettant la transmission instantanée, par les réseaux informatiques, de comptes-rendus écrits ou l'envoi de mini-messages. Ainsi, Twitter permet de rendre compte en temps réel du déroulement d'un procès pénal. Face à ces nouvelles techniques et à leurs usages, certains chroniqueurs judiciaires ont pu se montrer inquiets de voir se développer ce qu'ils ont appelé un journalisme irréfléchi, succombant à la dictature de l'instantanéité. En effet, cette façon de raconter des procès, revenant en fait à gommer toute la chair de l'audience. Cependant, la pratique du live tweet de nombreux chroniqueurs judiciaires dépend de la volonté du président de la juridiction, qui peut l'autoriser ou l'interdire en vertu de son pouvoir de police de l'audience. D'une manière générale, depuis une quinzaine d'années,
La quasi-totalité des présidents de chambres correctionnelles ou d'assises autorisent cette pratique permettant de travailler durant l'audience. Toutefois, l'Association de la presse judiciaire a pu dénoncer certains incidents. C'est ainsi que le 12 novembre 2013, elle protestait contre la décision du président de la Cour d'assises du Rhône qui avait interdit aux journalistes accrédités à un procès la possibilité de conserver leurs ordinateurs et téléphones portables. Elle affirmait alors que dès avant l'ouverture des débats, les chroniqueurs sont stigmatisés, cela illustrant malheureusement la défiance croissante d'une partie de la magistrature vis-à-vis de la presse. De même, le 24 mars 2017, l'Association de la presse judiciaire protestait avec force contre l'interdiction qui avait été faite à un journaliste de Live Twitter, une audience financière au TGI de Paris, à la demande de l'avocat en défense. Elle rappelait alors que seule la captation de l'audience est formellement interdite par la loi, pas sa retranscription. Le live tweet est une façon de rendre compte des débats, différente d'un article, mais tout aussi essentielle au décryptage du fonctionnement de la justice. Si aucun texte n'interdit un compte-rendu en temps réel d'un procès, les journalistes ne disposent finalement d'aucun recours contre de telles décisions d'interdiction qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du président d'audience. C'est pourquoi, elle a pu suggérer qu'il conviendrait d'ajouter un alinéa à l'article 38 ter de la loi de 1881 autorisant les journalistes à retransmettre les comptes rendus d'audience par courrier et messages électroniques pendant le cours des débats. Logiquement, un compte-rendu ne peut être effectué qu'à l'issue des débats qu'il relate et peu importe a priori la durée écoulée depuis la fin des débats. Et pourtant, dans un arrêt du 28 novembre 2006, la Chambre criminelle semble ajouter un nouveau critère pour qualifier le compte-rendu de presse, sa concomitance au débat judiciaire. Dans cette affaire, à la suite d'une plaidoirie engagée, les propos tenus par l'avocate sont publiés dans un quotidien de la presse nationale un mois après les débats judiciaires et plus d'une semaine après le prononcé du jugement. Le magistrat instructeur visé dépose une plainte pour diffamation publique envers un fonctionnaire public. Poursuivi pour complicité de ce délit aux côtés du directeur de publication du quotidien et du journaliste ayant retranscrit la plaidoirie, l'avocate est condamnée à une peine d'amende de 1 500 €. La Cour d'appel écarte alors ses conclusions qui invoquaient le bénéfice de l'immunité attachée au compte-rendu d'audience, et cette solution sera confirmée par la Cour de cassation au motif que l'article incriminé, publié presque un mois après les débats judiciaires et plus d'une semaine après le prononcé du jugement, n'est pas un compte-rendu d'audience au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Que penser alors de cette solution ? Il est vrai que l'article 41 de la loi de 1881 ne fait aucunement référence à ce critère. Pour autant, celui-ci est-il contra legem ? A priori non. En effet, l'immunité attachée au compte-rendu des débats judiciaires ne tire sa légitimité que de la nécessité d'informer le public sur le déroulement des débats judiciaires. Cela semble exiger qu'une certaine proximité temporelle doit unir l'article constitutif du compte-rendu diffamatoire, les débats judiciaires et le prononcé de la décision. On peut toutefois regretter un manque de sécurité juridique, dans la mesure où la haute juridiction ne fixe aucun marqueur chronologique déterminé quant à la caducité de cette immunité. Il convient donc de conseiller aux journalistes de veiller à ce que les articles reproduisant des propos diffamatoires tenus dans l'enceinte judiciaire soient publiés avec un maximum de célérité. L'article 41 alinéa 4 de la loi de 1881 subordonne ensuite le bénéfice de l'immunité qu'il édicte à l'existence d'un compte-rendu de bonne foi. La bonne foi dans le compte-rendu se différencie ici de l'intention de nuire. Ainsi, l'auteur d'un compte-rendu est protégé par l'immunité alors même que libre de ne pas le publier. Il a, en le publiant, agi dans une intention malveillante à l'égard de la personne qui se plaindrait de ce compte-rendu. Cependant, il a été jugé que le caractère tardif d'un compte-rendu pouvait mettre en évidence une intention de nuire constitutive de mauvaise foi. De même, les juridictions ont pu estimer que la mauvaise foi pouvait résulter d'une publicité particulière donnée à une décision de justice, ainsi qu'à son commentaire fait par lettre individuelle adressé à des personnes choisies. L'article 41 alinéa 4 de la loi de 1881 subordonne enfin l'immunité couvrant les comptes rendus des débats judiciaires à l'existence d'un compte rendu fidèle.
Le compte-rendu fidèle est celui qui ne donne pas une vue trop partiale ou du moins trop partielle des débats. Le journaliste se trouve ainsi dans l'obligation de s'abstenir de tronquer ou de déformer les éléments du débat. Le législateur, en imposant cette obligation de fidélité, n'entend protéger que l'auteur d'un compte-rendu exact et objectif. Dans un arrêt du 2 mai 1901, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a défini ce qu'il convenait d'entendre par compte-rendu fidèle, et la définition qu'elle en a donnée n'a jamais varié depuis. Ce qui caractérise le compte-rendu fidèle, c'est de mettre en regard les prétentions contraires, attaques et défenses qui constituent l'ensemble du débat. Ainsi, ne remplit pas cette condition de fidélité, le compte-rendu qui ne reproduit que les plaidoiries ou les arguments d'un plaideur en négligeant ceux d'un autre. De même, ne constitue pas un compte-rendu fidèle le rappel de condamnations passées sans relation avec le débat. C'est pourquoi, la Cour d'appel de Paris a décidé, dans un arrêt du 14 juin 1994, que ne remplit pas cette condition de fidélité l'article d'un journal dont la relation des faits ne fait mention ni des contradictions relevées par le tribunal pour expliquer l'existence d'un doute retenu en faveur d'un prévenu dans une affaire de corruption, ni du fait souligné dans le jugement que ce prévenu n'était pas le seul à avoir intérêt à ce que le dossier aboutisse. D'une manière générale, les juridictions apprécient ensemble la condition de fidélité et la condition de bonne foi que doivent remplir les comptes rendus. Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation reprend souvent la même formule pour définir le compte-rendu des débats judiciaires protégés par l'immunité. Le compte-rendu ouvrant droit à immunité prévu par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 consiste à mettre en regard les prétentions contraires des parties et à permettre, par une narration générale ou partielle, d'apprécier l'ensemble des débats judiciaires, en S', abstenant de toute dénaturation des faits et de toute imputation malveillante. Ne remplit pas ces conditions, l'article qui présente comme avéré des faits d'escroquerie imputés à un prévenu, devant un tribunal correctionnel, alors que les débats dont il était rendu compte avaient eu seulement pour objet le renvoi du procès pénal. En effet, le but légitime d'information du public sur le fonctionnement de la justice ne dispense pas le journaliste du respect de la présomption d'innocence, ainsi que des devoirs de prudence et d'objectivité dans l'expression de la pensée. De même, à outrepasser les limites d'un véritable compte-rendu, la reproduction des imputations diffamatoires contenues dans l'écrit objet de la poursuite alors que les débats avaient été circonscrits à un incident de procédure et que ceux relatifs à la preuve de la vérité des faits imputés avaient été reportés à une audience ultérieure. Je conclurai ce propos en posant une question. Le traitement de ce sujet général qu'est le fonctionnement de la justice pénale peut-il amener l'auteur d'un compte-rendu des débats à critiquer l'action des juges en charge de l'affaire ? La Cour de cassation a été amenée à répondre à cette question à propos des passages d'un ouvrage dans lequel son auteur, Roland Dumas, livrait sa propre vision du procès dans lequel il était prévenu, et prêtait aux magistrats occupant le siège du ministère public un comportement et des motivations justifiant une comparaison avec les juges des cours spéciales durant l'occupation. La Cour de cassation approuvait la Cour d'appel d'avoir considéré que ce livre n'avait pas pour objet de rendre compte des débats, et donc ne pouvait être couvert par l'immunité de l'article 41 de la loi de 1881, dans la mesure où il comportait des digressions et des commentaires sur l'attitude hostile prêtée aux magistrats du ministère public et sur ses motivations peu respectables. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 15 juillet 2010, allait quant à elle conclure à une violation de l'article 10 de la Convention. La Chambre criminelle manifeste la volonté de se conformer sur ce point à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On peut citer en ce sens un arrêt Casal du 12 mai 2009. En l'espèce, l'ancien procureur d'Auxerre avait été mis en cause par un article du journal Le Figaro pour la manière dont il avait traité l'affaire dite des disparus de Lyon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.